rencontrer, partager leur expérience, faciliter la montée en compétences. Au total, c'est plus de 60 événements et rencontres qui sont organisés chaque année et qui sont pour leur majorité ouvertes au public. Ce soir, vous assistez à un événement un peu particulier pour nous parce que c'est la première fois qu'on organise un événement de cette ampleur. Donc je voudrais remercier les communautés métiers Agile, Feel Good et Makers qui se sont associés pour cette soirée sur une thématique qui, vous allez le voir, est très chère à Extia. Durant toute la soirée, je vous invite à commenter et partager sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, le Twitter Meetup by Extia en utilisant les hashtags innovation et Meetup by Extia. Vous pouvez vous connecter au Wi-Fi EML Guest si vous voulez. Et je salue les personnes qui nous suivent sur YouTube. Voilà. Avant de vous présenter les intervenants de cette soirée et d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter rapidement Extia pour que tout le monde connaisse cette entreprise. L'entreprise qui nous accueille. Alors, Extia, c'est une société de conseil en ingénierie qui s'est construite sur une idée forte, le d'abord qui, ensuite quoi. Donc, je vous propose de commencer par le d'abord qui. Donc, qui, c'est Extia, créé en 2007 par Arnaud Frey. Arnaud Frey, c'était un ingénieur de formation. Il était commercial dans une société de conseil et il ne se retrouvait pas forcément dans le modèle dans lequel il évoluait. Il a donc souhaité créer sa société dans laquelle on pourrait allier bien-être au travail et performance pour pouvoir replacer l'humain au cœur de nos préoccupations. Force est de constater que c'est un modèle qui a plutôt bien marché, puisqu'en 11 ans, nous sommes passés de 0 à 1100 collaborateurs. On a ouvert 11 agences en France et à l'étranger pour un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros en 2017. Alors, on s'est posé la question de comment analyser cette réussite. Et une des clés de lecture, c'est l'agilité comme une réponse à une croissance fulgurante pour accompagner notre développement. En effet, Extia a fait de l'agilité sa valeur principale pour se construire et se co-construire avec ses collaborateurs. C'est grâce à l'agilité qu'en 11 ans, on a réussi à créer un véritable écosystème, un écosystème qui repose sur une entreprise où il fait bon travailler. Nous sommes présents au palmarès Great Place to Work depuis 2012 et nous sommes deuxième en 2018. Une entreprise apprenante, une entreprise agile, une entreprise experte, notamment avec nos 4 pôles d'expertise que je vous présenterai par la suite, et puis une entreprise responsable. Alors on a vu le qui, j'espère que vous l'avez compris, je vous propose de passer au quoi, c'est-à-dire à ce que fait Extia. Donc comme je vous le disais, Extia, entreprise de conseil en ingénierie multisectorielle. Initialement, on s'est développé dans le domaine des télécoms, qui était notre domaine historique. Puis, on a développé les activités digitales, banque, finance, assurance, industrie, transport, santé et enfin, le plus récemment, retail. Extia, c'est aussi 4 pôles d'expertise dont je vous parlais, qui sont pour la majeure partie à l'initiative de nos salariés. On peut citer Kilix, notre agence web digitale, sur laquelle je reviendrai ensuite, notre pôle innovation en robotique, un bureau d'études en calcul des fluides dynamiques, et puis un bureau d'études télécom qui est spécialisé dans le déploiement de fibres optiques. Donc je vous propose de revenir sans attendre à l'exemple de Kilix. Kilix, c'est un bel exemple d'intrapreneuriat chez Extia, puisque c'est une idée qui est née d'un de nos consultants, Nicolas, qui un jour est allé voir Arnaud Frey en lui disant qu'il avait un projet de monter son entreprise, son agence digitale. Et Arnaud Frey lui a proposé de l'accompagner et donc de transformer un projet entrepreneurial en un projet intrapreneurial. C'est comme ça qu'est né Kilix en 2013, une agence qui repose complètement sur les méthodes agiles et qui a travaillé notamment avec Amnesty International, la Fédération française de bridge et qui depuis 2 ans développe BAMOS, le système d'information d'Extia, dans l'objectif de digitaliser l'entreprise le plus possible. Je vous parlais tout à l'heure aussi de notre développement à l'international et c'est un bon exemple si on prend notre agence de Roumanie. C'est une agence qui a été créée par Pierre, qui était ingénieur d'affaires dans notre agence parisienne et il avait fait une partie de ses études en Roumanie. Et un jour, il a exprimé l'envie de retourner s'installer en Roumanie. Et pareil, Arnaud Frey lui a proposé de combiner un projet personnel avec un projet professionnel. Et donc, c'est comme ça qu'est née en 2015 notre agence roumaine. Donc, vous le voyez, l'intrapreneuriat fait vraiment partie de la culture d'Extia depuis sa création. Et on s'est posé récemment la question de savoir comment continuer à encourager nos collaborateurs pour qu'ils développent cet esprit d'innovation et d'intrapreneuriat. Et c'est comme ça que sont nés les Extia Awards en 2016. Les Extia Awards, alors qu'est-ce que c'est ? C'est un concours d'intrapreneuriat et d'innovation qui est ouvert à l'intégralité de nos collaborateurs dans toutes les agences
Et l'objectif est d'aller titiller un peu les curieux, ceux qui ont envie d'innover, ceux qui ont envie de monter des projets, pour qu'ils puissent présenter leur projet, être accompagnés par un jury. Et ensuite, il y a un vote de l'intégralité des collaborateurs qui choisissent leur projet préféré. Et ce projet est ensuite accompagné humainement et financièrement par Extia. Donc pour vous donner les exemples des 2 dernières éditions, il y a eu en 2016 le projet de Sviatoslav qui est en train de créer des tables connectées pour relier entre eux nos différents locaux. Et puis cette année, c'est Léa, Constance et Bilal qui ont gagné cette édition. Et ils vont partir prochainement au Burkina Faso, créer une salle informatique dans un lycée en réutilisant du matériel d'Extia et en formant les professeurs et les jeunes à utiliser ce matériel. On a compris le qui, on a compris le quoi, en tout cas j'espère que vous l'avez compris. Maintenant je vous propose de se poser la question de comment est-ce qu'on explique la réussite de notre modèle. Et nous chez Extia on l'explique grâce à l'agilité. Je vous l'ai dit, c'est une valeur forte d'Extia. Extia s'est construite sur l'agilité. Et ce qu'on observe, c'est qu'une entreprise agile permet de créer un environnement de confiance. Chez Extia, une des principales valeurs, c'est le droit à l'erreur. On a le droit d'essayer, on a le droit d'échouer. Mais l'idée, c'est de permettre aux collaborateurs de se tromper et de libérer la prise d'initiative. Donc nos collaborateurs osent être force de proposition. Ils se sentent libres d'innover, d'essayer, d'imaginer. Et parce qu'une entreprise agile accorde une place primordiale à l'écoute, les idées sont entendues, mises en place, et on arrive à créer de la valeur ajoutée pour Extia, pour nos collaborateurs. On arrive à responsabiliser les gens, à leur donner de l'autonomie sur des projets qui sont le fruit de leur imagination. Et c'est comme ça qu'Extia s'est construite au fil des années. Donc vous le voyez, l'intégralité de ces éléments font d'Extia un véritable terrain de jeu propice à l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est les thématiques qui nous rassemblent ce soir. Et c'est pour ça que ce sujet était cher aux communautés qui organisent cette soirée et qu'on voulait partager ces notions avec vous. Donc maintenant que vous connaissez un peu mieux Extia, je vais laisser la place à ceux qui sont là pour vraiment parler. Et je vous propose de faire connaissance avec nos intervenants pour qu'ils se présentent à leur tour. Et ensuite, on commencera à échanger sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc je laisse la parole à Sophie Delmas, qui est secrétaire générale de l'Observatoire des réseaux sociaux d'entreprise. Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Donc moi, qui connaît, je vais commencer par une question. Qui connaît l'association qui s'appelle l'Observatoire des réseaux sociaux d'entreprise? Oh, il y a du boulot. Vous ne levez pas la main, là, vous êtes un peu lâches, mes copains. Bon. Donc il faut savoir que l'association de l'Observatoire des réseaux sociaux d'entreprise, c'est une association qui a été co-créée il y a maintenant une dizaine d'années, pratiquement, avec Orange, BNP Paribas. Il y avait déjà la Poste, la RATP également, et on y retrouve maintenant EDF, la Française des Jeux. Donc on est vraiment sur un enjeu de... C'est une start-up à l'époque, on pourrait dire ça. Mais en tout cas, en dehors de nos entreprises, on a décidé de créer un cercle qui nous permettait effectivement de partager et de capitaliser sur au départ des problématiques qui étaient celles des réseaux sociaux d'entreprise. Donc il est clair qu'on est en train de réfléchir à changer le nom parce que RSE, ça évoque beaucoup de choses, mais plus nécessairement les réseaux sociaux d'entreprise. Ça a été un levier, effectivement, en termes de transformation à un moment donné. Ça l'est beaucoup moins. Il y a d'autres leviers, dont l'innovation, on en parlera aujourd'hui. Et donc, cette association, vous êtes aussi les bienvenus si vous voulez y aller, puisqu'elle permet de fédérer. On a eu le plaisir d'y accueillir, effectivement, Flore, qui a témoigné sur les sujets de nouveaux espaces de travail. Olivier, pas encore, d'ailleurs. Tiens, ça, c'est un loupé. On va essayer. Et donc, en parallèle à ça, moi, je suis aussi, alors pour l'alimentaire et pour le plaisir aussi, je suis à l'atelier BNP Paribas où je travaille sur des sujets de business partnerships. Donc, c'est toujours des enjeux de connexion, effectivement, qui fédèrent et font accélérer l'innovation. Merci. Flore ou Olivier, comme vous voulez. J'inverserai les slides, il n'y a pas de souci. Donc, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Olivier Leclerc. Je travaille dans un groupe qui s'appelle Safran. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de ce que fabrique Safran. Oui, hein, bon, à peu près tout ce qui a trait à l'avion, sauf l'avion. Voilà, donc ça fait 3 ans et demi que j'ai rejoint ce groupe. Avant ça, j'ai passé une vingtaine d'années dans l'industrie des télécoms chez Alcatel-Lucent. Et puis, pour parler d'intrapreneuriat, je me suis occupé d'un programme d'intrapreneuriat chez Alcatel-Lucent entre 2008 et 2012.
C'est aussi une thématique que j'essaye d'enseigner avec d'autres dans différents cas, dans différentes écoles, dans des MBA, dans des masters. Et puis je suis aussi avec 7 autres personnes cofondateurs d'une association qui s'appelle les Activateurs, avec un H, je ne sais pas si vous connaissez. L'idée, c'est de promouvoir l'intrapreneuriat et le corporate hacking comme levier de transformation des organisations. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Flore Jakimovic. Je dirige une partie de la direction d'innovation du groupe Société Générale. C'est la partie qui est en charge d'un espace d'open innovation que vous connaissez peut-être qui s'appelle Le Plateau, 1000 m² dans lesquels on accueille notamment des startups externes qu'on héberge de manière absolument gratuite et sans aucune contrepartie pour essayer de créer une communauté, un dynamisme entre Société Générale et l'écosystème. Dans mon périmètre, il y a également les partenariats avec les lieux d'innovation, tout ce qui est incubateur, accélérateur, ces partenaires sont vraiment une ressource extrêmement enrichissante pour nous quand on a besoin d'accélérer un certain nombre d'équipes Société Générale. Et la troisième partie, c'est celle qui nous concerne plus aujourd'hui, qui s'appelle l'Internal Startup Call et qui est donc une initiative qui vise à développer l'intrapreneuriat dans le groupe. Et on a aujourd'hui 70 startups internes qu'on accélère exactement comme des startups de la vraie vie peuvent être accélérées dans l'écosystème. Voilà. Merci. Et Tina? Bien, bonsoir à tous. Moi, je suis Tina Zamoum. Je travaille chez Extia. Je suis Bid et Delivery Manager. Je m'occupe de tout ce qui est projet structuré. Et en fait, vous allez vous demander, mais pourquoi ma présence ce soir? Quel est le rapport avec l'intrapreneuriat et l'innovation? Mais en fait, je suis chez Extia depuis 2008. Donc ça fait un petit moment et je suis ici aujourd'hui pour partager le témoignage de tous les projets qui ont pu naître au sein d'Extia et comment ça a pu se passer et comment effectivement c'est au cœur de nos préoccupations. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose d'attaquer. Donc on entend en ce moment beaucoup parler d'intrapreneuriat, d'initiatives intrapreneuriales au sein de grands groupes. Flore, vous avez évoqué l'Internal Startup Call, le Plateau. On peut parler de Next City qui a lancé il y a 1 an un Startup Studio, Groupama qui a lancé un Créalab pour inciter ses collaborateurs à développer leur créativité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On pourrait en citer beaucoup, mais ma première question, c'est selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse les grands groupes et de nombreuses autres entreprises, on l'a vu pour Extia, à valoriser l'intrapreneuriat? Et pourquoi est-ce qu'elles se tournent vers cette méthodologie, ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'elles incitent leurs collaborateurs à libérer leurs initiatives? Alors, chez Société Générale, l'objectif, il était multiple, en fait. La première chose, c'est de constater, d'avoir constaté que quand on prend une équipe Société Générale avec un projet Société Générale, et qu'on la sort de nos murs, qu'on va la mettre en immersion dans un incubateur ou un accélérateur et qu'on demande à ce partenaire externe de faire avec cette équipe exactement comme il ferait avec une start-up externe, c'est-à-dire la challenger, pas trop la chouchouter, la remettre dans des conditions qui sont moins luxueuses et moins habituel chez Société Générale, l'obliger à rechallenger sans cesse son projet, utiliser des méthodologies complètement différentes, l'équipe va plus vite, elle est beaucoup plus soudée, les résultats sont beaucoup plus proches des attentes de nos clients, parce que forcément on utilise des méthodologies qui nous incitent à toujours coller à ces besoins. Et donc on a une transformation complète de notre manière de travailler. Plus d'agilité, plus de rapidité, mais aussi une transformation en termes de RH et qui vont pousser les collaborateurs à être plus impliqués parce qu'on va plus les responsabiliser. Donc on a à la fois un côté, on va chercher du nouveau business et on le cherche de manière complètement différente, et à la fois un côté, on transforme les forces vives du groupe et on leur donne plus d'armes pour être capable d'aller plus vite, plus loin, et plus proche des besoins de nos clients finaux.
Alors pourquoi est-ce qu'on parle plus de ce sujet-là? Je crois qu'effectivement la première incantation, ou en tous les cas la première raison pour laquelle on parle d'intrapreneuriat, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à trouver d'autres pistes business, d'autres sources de revenus. Voilà, c'est en général le premier élément. Et surtout dans un contexte où les choses vont beaucoup plus vite, où la concurrence est effectivement très très forte. Voilà, l'intrapreneuriat est probablement un moyen, une piste, pas la solution, mais un moyen d'aller chercher un peu d'autres choses. Et en général, les groupes qui font cette expérience-là avec ce premier objectif-là se rendent compte, effectivement, comme tu le disais, Flore, que des équipes qui sont engagées, qui croient à leur projet parce que c'est leur projet, en général font des choses qui sont un peu plus impactantes que quand c'est une mission qui est donnée par le manager ou le manager du manager. Et donc du coup, ça re-questionne les façons de travailler. Un autre élément aussi qui me semble important aujourd'hui, c'est en termes de marque employeur, quoi. En termes d'attractivité de talent. Aujourd'hui, on sait bien, enfin vous le savez bien, il y a une forme de guerre de talent sur un certain nombre de métiers, un certain nombre de compétences particulières. Et puis, il faut le dire comme il est, enfin peut-être un peu le dire aussi, les grands groupes font plus vraiment complètement recette. Beaucoup des jeunes qui sortent d'école ont envie de créer une entreprise et pas forcément envie d'aller dans un grand groupe. Moi, je me bagarre, ou plutôt j'essaye de montrer que, en donnant un peu des cours et des inspirations à différents endroits, que c'est possible d'innover, c'est possible de faire des choses, c'est possible de prendre des initiatives à l'intérieur d'un groupe et d'être reconnu pour ça, sans nécessairement aller vers le mot récompense, mais d'être reconnu pour ça. Et quelque part, c'est une source d'épanouissement. Et donc, ça peut répondre à une quête de sens. Voilà. On est complètement effectivement dans une entreprise qui évolue, qui passe effectivement d'un stade très, très taylorisé, avec donc énormément de process et dans des contextes réglementaires qui deviennent de plus en plus forts, à la nécessité, si elle veut se transformer, d'évoluer. Et pour moi, l'intrapreneuriat est un des piliers effectivement de cette transformation. On a fait beaucoup d'acculturation. L'intrapreneuriat, on le verra sans doute tout à l'heure, c'est aussi un élément d'acculturation. C'est aussi une façon de montrer qu'on fait confiance à son collaborateur et quelque part tous les process d'idéation qu'on peut mettre en place, on va derrière les transformer et on va être vraiment dans une dimension maker. C'est ça aussi l'intrapreneuriat. Hein. C'est pas seulement faire des usines à POC comme on le fait souvent dans les très grosses boîtes. Hein. Ça a été la première étape de la maturité de l'innovation. Maintenant, derrière, il faut transformer et avoir des collaborateurs qui portent des projets en interne. Il y a derrière une dimension d'image pour du recrutement. Il y a une dimension d'engagement également, donc de motivation de collaborateurs. Il y a une dimension d'acculturation managériale, on y reviendra sans doute tout à l'heure, pour les managers qui gèrent ces collaborateurs. Et puis bien évidemment, quand il y a effectivement conception de nouveaux business, comme tu le soulignais Fleur, de manière extrêmement accélérée, avec des méthodologies de type design thinking, avec du coaching, du mentoring, du coaching de pairs également, ça c'est important, donc de pairs, d'autres start-upers, d'autres entrepreneurs externes aussi, on voit tout de suite qu'on va arriver beaucoup plus rapidement, et on aura des exemples, je pense, tous les trois à citer, à des projets business qui vont être plus performants. L'intrapreneuriat, à la fois enjeu d'image, si je résume, à la fois enjeu de performance pour l'entreprise, et puis aussi enjeu d'engagement également pour les collaborateurs. Je ne vais pas en dire plus, c'est exactement ça, vous avez bien résumé. Ouais, voilà. Ça permet de mettre en place en fait un environnement qui permet de s'exprimer complètement. On a cette sensation de liberté et ça pousse justement cette innovation, cette recherche de mise en place de nouveaux projets. On retient les talents et on va en chercher des nouveaux parce que les projets sont vraiment développés et ça se fait réellement. Donc cette notion de confiance est hyper importante. Merci. J'ai beaucoup entendu parler dans toutes vos interventions de aller chercher des talents, garder des talents, marque employeur, des choses comme ça. On a en France un écosystème de start-up qui est extrêmement important. Vous m'avez dit tous être allés à Vivatech la semaine dernière. Est-ce que finalement, c'est pas plus simple d'internaliser des start-up externes et de faire de la croissance externe ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'intrapreneuriat de plus valorisant pour les entreprises que de juste racheter une start-up qu'on a croisée à Vivatech ? Il peut y avoir l'intégration, c'est-à-dire quelqu'un qui en interne va trouver les bons sponsors chez nous,
connaissant effectivement l'entreprise, sera capable de dialoguer, va aller assez vite quand même. L'intégration d'une start-up, après les tailles sont variables, hein, et donc la complexité n'est pas la même, et les grands groupes en font en termes d'innovation. C'est aussi une des façons d'accélérer l'innovation, que ce soit du rachat, la prise de participation, etc. Mais on voit tout de suite l'intérêt de faire confiance à ses propres... C'est une notion d'exemplarité aussi. On fait confiance à ses collaborateurs parce qu'ils connaissent bien, ils ont la bonne culture, ils connaissent souvent les clients et ils vont aller très très vite pour aller chercher les informations et pour être effectivement agiles. Je crois qu'il y a aussi une dimension d'échelle. Si on prend l'exemple de l'Internal Startup Call, on a pu lancer donc 70 startups. Une start-up chez nous, c'est une équipe qui fait à minima 2 intrapreneurs à temps plein et qui peut monter jusqu'à 4-5 sur 16 thèmes stratégiques. Donc ils ont été sélectionnés suite à un certain processus. Mais donc en 6 mois, on va lancer 70 startups internes qui vont chacune aller creuser un filon et aller essayer de développer un nouveau business. Avec la possibilité pour les collaborateurs de vraiment s'épanouir dans ce nouveau projet et d'en être vraiment les maîtres, d'avoir une forte responsabilité, avec la possibilité d'un échec compris par le groupe. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Il y aura un apprentissage absolument incroyable pour chacun de ces collaborateurs, les managers et l'ensemble systémique Société Générale. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en se disant, bah voilà, j'ai croisé 70 startups chez Vivatech et je vais les intégrer les 70. Ça peut pas marcher comme ça. Oui, je crois que je suis assez d'accord avec ce que disaient et Flore et Sophie. Non, mais intégrer une start-up, c'est pas toujours très simple. L'échelle, les salariés à l'intérieur d'un groupe, c'est quand même eux qui connaissent le mieux les produits, les services et les clients. C'est aussi parce que intégrer une start-up, ça veut dire qu'on a identifié que la start-up veut participer de la stratégie de l'entreprise et que parce qu'on a bien pensé la stratégie de l'entreprise, forcément ça va être une solution au problème. Il y a quelque chose d'un peu arrogant quand même dans cette façon de concevoir les choses, c'est-à-dire qu'on est le grand groupe, donc on connaît le marché, donc on sait dans quelle direction il va pouvoir évoluer, et parce qu'on est un grand groupe, on connaît très très bien ses clients. Et donc ça se passe super. On a quand même beaucoup de contre-exemples aujourd'hui sur les grands groupes qui ont des stratégies qui globalement ne fonctionnent pas toujours, et parfois c'est des stratégies basées sur de la croissance externe. Moi je crois beaucoup à l'internalisation de l'innovation à l'intérieur des entreprises. Vinay Nayar disait Employees first, customers second, pour dire qu'effectivement le lien vers le client, c'est quand même les employés qui l'ont, et globalement pouvoir capitaliser sur les propositions de nouveautés, les propositions d'innovation des salariés qui vivent au quotidien les différentes pain points ou les différentes visions d'amélioration, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et le levier d'engagement, il est aussi considérable. Quand on a des groupes qui font que de la croissance externe et internaliser un certain nombre de startups, avec le gros de la troupe des salariés qui sont là pour mettre en place un certain nombre de process récurrents, à un moment donné, on a des vrais hiatus et des vrais problèmes d'engagement. Il y en a qui s'amusent à faire des choses drôles et d'autres qui doivent délivrer. C'est pas forcément toujours génial, quoi. Et je pense qu'il y a aussi une dimension supplémentaire qui est de dire finalement avec un système d'intrapreneuriat, on peut se permettre de tester des solutions vraiment disruptives et de se dire c'est du test and learn, on regarde si ça marche et si ça marche pas, c'est pas grave. Alors que c'est quand même beaucoup plus compliqué à faire si tester une solution disruptive doit forcément passer par l'acquisition d'une startup externe, à la fois en process, à la fois en coût. Et alors du coup, comment est-ce qu'on arrive à faire naître cette démarche intrapreneuriale chez les collaborateurs? Est-ce que ça vient forcément du top management qui dit on vous donne l'opportunité? Comment est-ce qu'on arrive à faire naître cette volonté d'innover et de se lancer vis-à-vis des collaborateurs, et comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'elle se prolonge, que ce ne soit pas juste je donne une idée et rien ne ressort de cette idée-là? Eh bien, c'est de créer l'écosystème en fait favorable. Cette notion, on en a tous parlé, de confiance, d'écoute. En fait, quand on est à l'écoute de ses collaborateurs, quand il y a une volonté de tester quelque chose, on n'est pas en mode one shot,
ok, tu vas l'essayer, on va voir si ça marche, ah bah ça marche pas, tant pis. C'est vraiment d'aller plus loin. Le test and learn est hyper important, ce côté accompagnement sur le long terme. Et pour en revenir sur la notion de confiance, c'est vraiment de laisser faire celui qui sait, qui a l'idée, qui a en plus la volonté et qui va aller dynamiser toute la structure. On parlait tout à l'heure d'impliquer tous les services, mais c'est vraiment ça, c'est que cette énergie, il ne faut pas la perdre, parce que cette personne-là ou ces personnes-là qui vont porter ce projet vont devoir aller convaincre, mais aussi fédérer les différents interlocuteurs qui vont les aider et qui vont pouvoir faire naître en fait vraiment un atmosphère qui va encourager tous les autres acteurs autour et qui vont venir rassurer en fait les autres collaborateurs qui vont se dire bah oui, c'est faisable, peut-être même facile, alors j'y vais. Moi, j'avais une question, je suis désolée, c'est une table ronde, on se pose des questions entre nous, mais c'est quoi les compétences effectivement cruciales pour un intrapreneur, pour toi, puisque tu l'as vécu? Déjà, en premier lieu, c'est d'avoir cette envie-là, d'avoir cette idée, mais surtout l'énergie de vouloir la porter. D'avoir une expertise, on l'a dit tout à l'heure, on a plusieurs pôles qui ont été créés au sein d'Extia et il y en a un notamment, c'est le bureau d'études CFD, mécanique des fluides. Les deux créateurs qui sont Mehdi et Steven avaient vraiment toutes les compétences techniques, la bonne idée et ce qui leur manquait, enfin ce qui les a fait hésiter entre entreprendre et intraprendre, ça a été la mesure du risque. Et ce petit déficit peut-être de confiance, c'est vraiment minime, hein, parce qu'ils étaient à ça de le faire eux-mêmes, mais de trouver justement, je me répète, hein, cette confiance et d'être rassuré par la structure qui les emploie et de pouvoir le faire accompagner. Donc vraiment leur plus grande force, c'est leur conviction, leur compétence. Et puis ensuite, ce désir de réussir à tout prix, mais dans le confort, en fait, dans cette mesure de risque. Voilà. Je propose qu'on se dirige plus sur les applications concrètes de l'intrapreneuriat. Est-ce qu'on peut intraprendre sur n'importe quel sujet? Est-ce qu'on peut faire de l'intrapreneuriat dans de l'industrie lourde, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des notions de coût qui rentrent en jeu? Comment est-ce que tout type de projet peut s'appliquer à un projet d'intrapreneuriat, selon vous? Alors, chez Société Générale, ce qu'on a cherché à faire, c'est à guider les collaborateurs sur un certain nombre de thèmes. Et donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a demandé aux membres du comité de direction de participer à des ateliers collaboratifs dans lesquels ils ont défini les 16 axes stratégiques sur lesquels ils pensaient qu'il fallait que l'entreprise se transforme, aille plus loin, trouve de nouveaux business ou réfléchisse dans le cas de thèmes très disruptifs. Et à partir de ce moment-là, on a demandé aux collaborateurs de se greffer en équipe, de s'organiser sur une plateforme pour pouvoir émettre leur idée et donc s'organiser eux-mêmes intrinsèquement pour être capable de dire, voilà, telle équipe va pouvoir travailler sur telle idée, remplir un business canvas et ensuite être sélectionné. Et du coup, sur le projet Internal Startup Call, on a des startups qui effectivement sont directement dans notre core business. Donc on a des fintech, des assurtech, mais il se trouve que chez Société Générale, et comme je pense dans la majorité des grands groupes du CAC 40, on a beaucoup d'autres activités, puisqu'il y a plus de 600 métiers. Et on a donc également des startups qui réfléchissent à la Smart City. On a des startups qui réfléchissent à des problématiques de mobilité, puisqu'on est avec ALD aujourd'hui le leader du leasing en Europe sur les flottes de voitures. On a finalement de l'intrapreneuriat qui touche tous nos secteurs et tous nos métiers, mais on a fait le choix de ne pas se lancer dans
la possibilité de pouvoir financer un magasin d'accastillage ou voilà, c'est un des projets, c'est un super projet, hein, j'aimerais bien, mais voilà, on l'a pas fait, on est vraiment resté sur notre core business. Moi, je crois qu'effectivement, à peu près tous les sujets sont adaptables. L'intrapreneuriat est soluble dans à peu près tous les sujets. Maintenant, on parle bien d'intrapreneuriat. Intrapreneuriat, pour moi, c'est entrepreneur à l'intérieur d'une organisation. Donc, c'est quand même assez intéressant à un moment donné de définir ce qu'est le cadre de l'organisation. Et donc, en l'occurrence, quand on est dans un groupe comme Safran, on va plutôt favoriser ou sélectionner des projets qui ont un lien avec l'aéronautique, avec des nouveaux produits, des nouveaux services dans ce secteur-là, pour éviter d'avoir des projets qui sont trop loin de ce cœur de métier, entre guillemets, même si on peut chercher de la diversification, parce que ça ne fait pas nécessairement de sens pour une organisation. Donc, après, voilà, tout dépend de l'objectif visé par l'entreprise autour d'une démarche intrapreneuriale. Voilà. Pour moi, les intrapreneurs sont quand même des gens qui sont amenés à développer leurs projets dans le sein de l'entreprise. Effectivement, chez Safran, on va avoir du mal à ouvrir une chaîne d'hôtel ou une chaîne de restaurant. Ça n'a pas vraiment de sens. Ce serait très disruptif, mais ça n'a pas réellement de sens. Mais je pense que c'est aussi intéressant de juste prendre 2 secondes par rapport à cette définition de l'intrapreneuriat. Parce qu'en fait, on se retrouve, enfin moi je me retrouve assez souvent à replacer le cadre. C'est-à-dire que des salariés qui ont envie d'entreprendre, de monter quelque chose et d'être accompagnés par un grand groupe, c'est pas toujours de l'intrapreneuriat, et c'en est même rarement, c'est plutôt de l'extrapreneuriat. Derrière, il y a une autre démarche de la part de l'entreprise. Néanmoins, je voudrais juste pas me contredire, mais rajouter un petit élément, c'est que quand même pour moi, un corollaire indispensable à une démarche d'intrapreneuriat, donc identifier des entrepreneurs dans l'organisation pour qu'ils restent dans l'organisation, c'est un programme d'essaimage. Pourquoi ? Parce que à force d'interaction, à force d'aller tester son produit, à force de rencontrer de potentiels clients, l'équipe intrapreneuriale va évidemment faire un certain nombre de pivots autour de la valeur de son projet pour arriver à effectivement identifier quelque chose qui a du sens. Et parfois, à force de ces itérations et de ces pivots, on s'aperçoit qu'un projet a de la valeur, mais qu'il n'est plus dans la stratégie de l'entreprise. Et donc, dans ces cas-là, 2 choix. Soit on vous demande de vous arrêter, avec les dégâts que ça peut provoquer. Néanmoins, c'est quand même intéressant d'être clair, on ne vous financera pas au titre de l'entreprise. Par contre, on peut vous aider à créer votre entreprise dehors, mais là, c'est vraiment une autre démarche. Et donc, quels moyens est-ce qu'on peut mettre à disposition des collaborateurs pour leur faciliter cette démarche d'entrepreneuriat-là ? Vous disiez, Flore, tout à l'heure qu'il y avait des équivalents temps plein dans chaque start-up. Est-ce que c'est des gens qui sont complètement détachés de leur mission ? Qu'est-ce qu'on peut mettre à leur disposition, aussi bien en termes de temps que de moyens, que de financiers ? Alors, dans le cadre de l'Internal Startup Call, le choix a été fait de dire qu'une start-up ne peut se lancer que quand elle a à minima 2 intrapreneurs à temps plein. Pourquoi ? Parce que l'Internal Startup Call arrive finalement après 18 mois d'expérimentation de l'intrapreneuriat sur divers modes, et on a constaté, et c'est le cas de manière générale quand on mène un projet dans une entreprise et qu'on est seul, que c'est beaucoup plus compliqué de le faire dans son coin que si on a un intrapreneur, un pair avec qui on peut challenger. Et mieux encore, si on a d'autres startups internes, d'autres projets d'intrapreneuriat, d'autres pairs qui vont nous permettre de faire progresser. Donc, première chose, 2 intrapreneurs à temps plein. Chez nous, ils partent en lettre de mission sur des durées de 6 mois, avec un go-no-go à 3 mois. Donc, à 3 mois, le projet peut être arrêté. Et à 6 mois, ils doivent forcément avoir un sponsor. Et le sponsor est forcément un membre du comité de direction du groupe. Et ce sponsor est là pour aider la start-up, pour l'aider à ouvrir les portes. Il doit agir comme un corporate investor et non pas comme un manager. Donc l'objet du sponsor, c'est vraiment d'être capable de raisonner comme un investisseur. Est-ce que je crois à ce projet ? Est-ce que je crois à ce nouveau business ? Et de donner les moyens
à cette start-up de pouvoir rencontrer les bonnes personnes, ouvrir son réseau, faire jouer son influence pour que la start-up puisse progresser. On a également fait le choix de porter l'entièreté des coûts liés à la start-up interne pendant les 6 mois d'accélération. Ce qui signifie qu'il y a un fonds innovation qui a été créé de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et ce fonds innovation est en charge de porter la masse salariale, donc le ou les collaborateurs de la start-up, le prix du programme d'accélération. On s'appuie très fort sur nos partenaires dans l'écosystème et c'est eux qui vont accélérer cette start-up pendant 6 mois, ainsi que les diverses dépenses dont les start-up vont devoir forcément à un moment investir ou faire un certain nombre de dépenses, aller trouver des gens en plus, des experts. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'être capable de les mettre dans les meilleures conditions pour la réussite de ce projet, tout en conservant bien à l'esprit une charte qui est importante, qui est la charte de l'intrapreneur et qui est une charte qui parle de frugalité. C'est pas parce qu'on a un budget et c'est pas parce qu'on a les moyens de faire autrement qu'il faut claquer tout son pognon et avoir un cash burn délirant les 3 premiers mois. Donc on a beaucoup insisté auprès des intrapreneurs sur penser à ce que c'est que de monter une start-up quand on n'a pas la chance d'être dans un programme d'intrapreneuriat comme celui qu'on met en place. Je ne connais pas beaucoup de start-up aujourd'hui qui soient capables de démarrer en étant payés pendant 6 mois et en ayant une accélération dans l'écosystème, une accélération de qualité et reconnue avec des acteurs extrêmement pertinents. C'est important parce qu'un projet ne pourra voir le jour que s'il a été réfléchi dans des conditions qui permettent la réussite. Et les conditions qui permettent la réussite, ça ne peut pas être l'opulence. Ça doit à un moment être dans une seringue, ça doit à un moment être dans la contrainte. Voilà. Donc on a essayé de balancer la possibilité de le faire et de le faire dans un cadre Société Générale, mais aussi conserver une certaine frugalité pour que les intrapreneurs vraiment aient l'obligation de se livrer et de se donner à fond comme des entrepreneurs le feraient en dehors d'un grand groupe. Alors moi, je communiquerai sur Orange aussi. Vous pouvez regarder sur le net. Orange a lancé un programme qui s'appelle OSE, d'innovation. Et dans le cadre de ce programme OSE, ils mettent en place ce qu'ils appellent un entrepreneurial studio. Et donc, à partir de là, ils ont sélectionné, effectivement, je suis désolée, je regarde les chiffres, mais ils ont sélectionné, effectivement, sur la base de 90 dossiers, 4 dossiers seulement, qui vont accompagner pendant 12 à 18 mois. Et c'est les business units qui vont être porteuses, donc qui portent le financement, effectivement, du développement de ce projet. Alors, ce qui est symbolique, mais intéressant, c'est que dans le cadre, effectivement, de son développement, le start-upper a un ticket pour faire appel à Stéphane Richard pour débloquer, mais une seule fois, la situation. Donc on voit qu'on a à la fois des sujets de gouvernance, des sujets de financement, toujours quand même la même notion, effectivement, et tu disais bien, de développer sous contrainte. Donc nous, ce qu'on fait chez BNP Paribas, là je vous incite à regarder le fil Twitter de Sabrina Murphy-Golay, MERPHY-Golay, G-A-U-L-A-S, qui a lancé ce qu'on appelle le People's Lab. Elle l'a lancé en 2015, Sabrina. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué à lancer dans des environnements hiérarchisés. 2015, la transformation, ça va très vite. 2015, on était quand même dans un contexte un peu où les entreprises n'étaient pas très très matures. Donc Sabrina a vraiment été précurseur sur ce sujet-là. Elle a eu l'astuce, l'intelligence d'embarquer très très vite le top management pour avoir des sponsors au plus haut niveau, business, RH, donc quelque chose de complètement transverse. Et derrière, Sabrina, elle a monté sa propre start-up qui était le People's Lab. C'est comment je développe un pilote d'intrapreneur. Et donc, à l'issue de ça, là, ça fait 3 années maintenant que c'est lancé, un peu plus de 3 années. Le constat, c'est qu'il y a 2 tiers. On est sur des promotions, sur des promotions effectivement plus petites. C'est sur la base d'appel à candidature. On essaye d'avoir effectivement des choses qui sont soit orientées sur de l'amélioration de process, soit sur du business. Et derrière, on constate qu'on a 2 tiers effectivement des projets qui sont effectivement mis en œuvre. Donc, il y a un impact sur les intrapreneurs, mais également sur le management. Je l'évoquais tout à l'heure parce que c'est vraiment un enjeu très très important. Quand le collaborateur vient faire son projet, il est accompagné par ce manager. Le manager accepte qu'il travaille chez nous, c'est 4 mois, sur 4 mois, 1 jour par semaine.
Les moyens qui sont mis en place, c'est sur la place de bénévoles. Moi, j'ai fait moi-même du coaching, enfin de start-up. Pour la petite histoire, un des projets qui est sorti la première année, c'est la tribu des Agiles. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler sur Internet, mais le principe de la tribu des Agiles, c'est de se dire qu'il y a des collaborateurs qui ont d'autres compétences que celles du quotidien dans leur job. Ils peuvent savoir faire du scribing, par exemple. Ils peuvent faire de la photographie. Et ces gens-là acceptent, avec l'accord de leur manager, de dédier un jour par mois sur des projets du groupe. Et donc, il y a une espèce de plateforme, effectivement, de gens qui peuvent intervenir de manière complètement transverse. Donc là aussi, Tribu des Agiles, ça porte bien son nom. Donc ça, c'est un projet qui a émergé du People's Lab. Un autre projet, ce qui est intéressant, c'est de voir le côté frugal, c'est-à-dire qu'on utilise tous les dispositifs du groupe qui sont à notre disposition. C'est une start-up qui s'appelle Quintessia, c'est du leasing. C'est comment je peux offrir à un entrepreneur en BTP, je suis désolée, je vais sur le terrain, mais une plateforme qui va lui permettre, par exemple, de louer son tractopelle quand il ne l'utilise pas. Donc en gros, moi je suis entrepreneur de BTP, j'ai l'immobilisation de mes assets et je veux me faire de l'argent, je vais le louer à un autre entrepreneur. Donc cette idée de plateforme qui derrière va permettre effectivement de récupérer des données. La personne qui l'a conçue, c'était donc en 2016, c'était un jam. Donc il y avait une espèce de brainstorming effectivement organisé. Et suite à ça, elle a intégré le People's Lab, donc le dispositif d'intrapreneuriat du groupe. Après, elle a été accélérée effectivement par l'atelier BNP Paribas. Et là, elle vient d'avoir le prix Intrapreneur Business à Vivatech. Donc c'est Marie Davezac aussi. Je la cite parce que c'est vraiment... Je suis toujours impressionnée par l'énergie de ces gens qui arrivent à être résilients, qui arrivent à être tenaces, et en même temps qui sont très très agiles et savent dialoguer, quoi. Oui, je vais essayer. Enfin, pour moi, qu'est-ce que les entreprises peuvent mettre en place pour aider les intrapreneurs et la réussite des projets? Tout ce qui peut entretenir l'envie, quoi. Pour moi, la chose la plus importante, c'est la flamme qu'a un intrapreneur, une intrapreneure. Donc tout ce qu'on peut mettre en place pour essayer de l'entretenir. Alors quand on essaye d'aller un peu plus loin, c'est être clair sur les attentes, être un peu transparent sur les enjeux, faire en sorte de ne pas déposséder les porteurs des projets de leurs projets au moment où ça devient particulièrement lucratif. Sinon, c'est pas un programme d'intrapreneuriat, on est d'accord, hein. Après, effectivement, mettre un peu de budget, un peu de temps, mais sûrement pas en phase initiale. Moi, je connais pas d'entrepreneurs, d'intrapreneurs qui ont cette fonction-là entre 9h et 18h, simplement le lundi, parce qu'ils travaillent à 20% sur leur projet. Donc détacher les personnes à plein temps, oui sûrement, mais sûrement pas trop tôt. Les mérites de la frugalité, et Flore et Sophie en ont parlé. Chez Alcatel-Lucent, quand on avait fait ça en 2008, c'était clairement dans un contexte de frugalité. Je ne vous fais pas un dessin sur la situation de l'entreprise à l'époque. Ce que peuvent mettre aussi en place les entreprises, c'est un moyen de permettre aux équipes d'être réellement pluridisciplinaires. Avoir une équipe qui est qu'une équipe de R&D, qui a une super idée et qui veut monter, qui veut se lancer dans un programme intrapreneurial, je pense qu'à un moment donné, ils risquent de rencontrer un certain nombre de difficultés s'ils n'ont pas des compétences ou un peu en finance, ou un peu en marketing, ou un peu en aspect juridique. Alors on peut les mettre, venir donner un petit coup de main à l'équipe. L'avoir dans l'équipe, c'est probablement encore plus impactant. Et moi, je suis aussi convaincu d'une chose, hein, c'est que comme on n'est pas entrepreneur tout seul, quoi. On est entrepreneur ou entrepreneureux quand on est au moins 2, 3, 4. Enfin, regardez autour de vous les startups qui se créent. En général, il n'y a pas une seule personne. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut inciter. Voilà, en fait, moi j'ai envie de dire, ce que peuvent mettre les entreprises en place, c'est simplement une expérience de la vraie vie, quoi. Arrêter de se raconter des histoires à propos de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat, et se confronter à la réalité des choses. C'est pas toujours très simple, ça peut piquer un peu, ça peut même gratter, mais c'est comme ça, à mon avis, qu'on arrive à effectivement faire grandir les choses et bouger un peu la culture d'un groupe au travers de l'intrapreneuriat. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, je crois, c'est penser l'échec avant de commencer. C'est terrible pour un intrapreneur qui s'est investi dans un projet et qui a cru de réussir, par exemple, en démontrant qu'il n'y a pas de marché sur une idée qu'il a eue. Et je pense qu'il faut vraiment penser l'échec
au sens le valoriser, valoriser les compétences acquises pendant ces mois d'intrapreneuriat, valoriser le parcours, donc essayer de penser à l'utilisation de ces compétences peut-être pour un parcours professionnel différent, ou en tout cas être capable d'entendre au moment où le collaborateur revient et reprend son poste que ce qu'il a acquis ne lui permet plus de faire exactement ce qu'il faisait avant de partir dans une expérience d'intrapreneuriat. Il a changé. Ça veut dire que le manager, et on en parlait tout à l'heure du rôle du manager, il est très important. Le manager doit être capable de s'adapter aux nouvelles méthodes que cet intrapreneur va pouvoir développer et aux nouvelles aspirations. On a une tribune que Frédéric Oudéa, directeur général de Société Générale, a posté sur LinkedIn et que je vous invite à lire sur ce que c'est que le droit à l'échec. C'est extrêmement important. Il faut savoir valoriser ceux qui réussissent, mais aussi ceux qui ont tenté et qui ne poursuivent pas pour N raisons. Alors, vous avez parlé de valoriser ceux qui sont dans l'échec de leur projet, pour le coup. Et Olivier, vous avez évoqué le fait de réussir à garder le projet quand il réussit et de ne pas déshériter un peu la personne qui l'a lancé. Comment est-ce que, justement, on peut gérer cette phase d'industrialisation, je dirais, une fois qu'on sait que ça marche, qu'on a envie de le lancer plus loin? Comment est-ce qu'on arrive à réintégrer j'imagine que le projet est déjà intégré dans l'écosystème, mais comment est-ce qu'on arrive à le faire grandir et à lui donner sa place à part entière? C'est là où on voit l'impact sur l'organisation, c'est qu'il y a souvent une structure dédiée qui est construite. Alors après, est-ce qu'elle est interne ou est-ce qu'elle est externe? C'est pour des raisons de conformité, d'image, enfin il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on le fait en externe. Mais c'est effectivement une modification de l'organisation. Et donc la personne, tu le disais justement, la personne effectivement qui a créé ce projet, logiquement, doit se retrouver à la tête de cette entreprise, de cette nouvelle entité. Après, elle doit se faire accompagner d'autres compétences, effectivement, comme tu le disais, parce qu'elle n'est pas parfaite sur la technique, le business, etc. en général. Juste pour expliciter un peu mon propos de tout à l'heure, quand on a lancé l'entrepreneuriat en 2008 chez Alcatel-Lucent, l'idée c'était, vous avez une idée de nouveau business pour l'entreprise, ça nous intéresse. On a collecté un certain nombre de propositions et on a, par un dispositif de sélection à différents niveaux, on a incité les collaborateurs porteurs de ces idées-là à se constituer en équipe pluridisciplinaire de 4 ou 5 personnes. Ils ont travaillé un soir et week-end pour présenter quelque chose à la fin sur laquelle, un business plan clairement pour lequel les business units se prononçaient, ça a de la valeur, ça n'a pas de la valeur, on est intéressé, on n'est pas intéressé. Et donc on a eu des cas où les sujets étaient intéressants et une business unit se proposait d'industrialiser la chose. Effectivement, on en a fait une expérience de la vraie vie parce que c'est pas parce qu'ils étaient 5 dans l'équipe que forcément les 5 étaient transférés dans la business unit. On n'a pas toujours la possibilité de faire ce genre de choses. Donc c'est aussi pour ça que en faire une expérience de la vraie vie, quand vous êtes un entrepreneur et que vous pitchez devant un investisseur, vous pouvez demander tant d'argent, s'il vous en donne 3 fois moins, à un moment donné, on va se poser la question si effectivement tout le monde est à bord ou pas. Ce qui me semble important, c'est effectivement pas déposséder l'équipe de la nature du projet, c'est-à-dire de permettre au moins à quelques personnes de suivre cette aventure-là. Après, est-ce qu'ils doivent être DG de la chose ou pas? Pas garanti, quoi. Mais au moins, ils accompagnent un petit peu leur bébé. De la même façon, c'est pas toujours celle ou celui qui a l'idée qui devient le chef du projet. Moi, je veux m'inscrire en faux sur ce genre de choses. C'est avoir une idée, c'est pas être le seul légitime à pouvoir entreprendre. On a plein d'exemples de gens qui n'ont pas inventé grand-chose et qui sont pourtant de grands entrepreneurs, hommes ou femmes d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on n'a pas d'idée qu'on peut pas être intrapreneur. Moi, je veux vraiment tordre le cou à cette idée-là. Venir se greffer au projet porté par quelqu'un d'autre, initié par quelqu'un d'autre et l'aider à se développer, c'est aussi intraprendre. Hein. C'est pas de l'intrapreneuriat de seconde zone. Ça participe clairement de ce mouvement-là. Donc voilà. Après, ne pas déposséder une partie de l'équipe de la nature du projet me semble essentiel pour dire qu'on parle d'intrapreneuriat.
Et pour ça, effectivement, c'est beaucoup de vigilance, c'est effectivement un soutien du top management et faire en sorte que le top management de l'entreprise est très très bien ait compris ou comprenne aussi ce type de démarche, quoi. Parce que la tentation, et ça je l'ai vécu chez Alcatel-Lucent très clairement, la tentation est très très forte. Ok, vous avez joué, vous avez fait des choses sympas, vous vous êtes amusé soir et week-end, vous avez fait un business plan, c'était super enthousiasmant et c'est viral votre enthousiasme, génial. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses, hein. On a des équipes marketing, on a des équipes R&D, donc c'est bien, on va prendre le projet et on va l'industrialiser. Si vous faites ce genre de choses, on ne parle pas d'intrapreneuriat et globalement votre programme il est complètement mort et tout ce que vous avez essayé de construire en termes de changement ne fonctionne pas. En tous les cas, c'est mon expérience. Quand je parle effectivement de quelqu'un, je rectifie, quand je parle de quelqu'un qui prend la tête, c'est pas nécessairement la DG, mais c'est qui reste effectivement embarqué sur le sujet et qui va travailler sur des sujets un peu de stratégie, de réflexion et d'évolution. Et on a eu quelques exemples. On a eu un exemple, voilà, des gens qui voulaient proposer, vous savez, les antennes de téléphonie mobile qu'on voit sur les toits des immeubles. Voilà, c'est des produits que fait Alcatel-Lucent, maintenant Nokia. L'idée, qu'avait eu l'équipe, c'était de dire on va rendre ces stations-là autonomes en énergie. Donc rien de révolutionnaire en soi, un panneau solaire, éolienne pour faire ce genre de choses. Et voilà, ils ont porté le projet assez loin. Ils ont convaincu pour obtenir 150 000 €, donc pas forcément un budget considérable pour pouvoir faire une plateforme et mettre au point le sujet. En 3 ans, ils sont passés d'une équipe de 5, ils ont réussi à staffer pour arriver à une petite quinzaine qui travaillait sur le sujet et voilà, des revenus de 25 millions d'euros. Bon, ça aurait été dommage de pas le faire. C'est partie des exemples. Et effectivement, des 5 initiaux, il y en a 3 qui ont continué l'aventure et qui faisaient partie des 15 et qui avaient effectivement un rôle particulier à l'intérieur de ce projet-là. Je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est que le projet en fait survive au noyau qui l'a créé au départ. Alors ça va se faire peut-être avec les personnes qui étaient à la base de la création ou de l'idée d'intrapreneuriat, mais c'est surtout d'avoir la satisfaction d'avoir ce projet qui fonctionne et qui va jusqu'au bout. Chez Extia, effectivement, on a eu plusieurs projets qui ont fonctionné comme ça en mode intrapreneuriat. J'ai toujours du mal avec ce mot. Il y a eu notamment, on l'a cité tout à l'heure, Kilix et le BECFD. Et par exemple, Kilix, qui est l'agence digitale DevWeb, qui a été créée en 2013 autour de cette volonté de créer une entité propre de Nicolas, qui a été faite grâce aux ressources d'Extia. Finalement, elle a survécu malgré le départ de son créateur. Je parle un peu comme d'une bête, mais l'idée c'est ça, c'est que lui a voulu se challenger, il a été accompagné, il l'a créé, c'est quelque chose qui a fonctionné. Il a eu son expérience au sein d'Extia avec Extia, et puis finalement une fois lui est parti parce qu'il avait envie peut-être maintenant d'entreprendre ou d'extraprendre, le projet est resté, et puis ça a même donné naissance à une spin-off qui est donc Bamos, qui est cet outil dont on parlait tout à l'heure, qui est le CRM de tout Extia, et qui participe en fait à la digitalisation et à cette transformation de toute l'entreprise. Donc au-delà des moyens et de qui prend le lead, qui va rester, c'est vraiment la satisfaction de porter des projets et surtout de donner envie aux autres de le faire et de mettre en place un environnement sain, positif, et qui donne encore cette envie d'aller chercher de nouvelles idées, d'aller encore essayer, innover et de se créer des opportunités. Si on reste sur cette notion d'environnement sain, positif, on a vu qu'il y avait un fort besoin de confiance de la part du top management pour que les collaborateurs se lancent dans l'aventure. Comment est-ce qu'on, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais comment est-ce qu'on gère un peu les gens qui sont plus middle management, qui voient des gens partir sur des projets d'intrapreneuriat? Comment est-ce qu'on gère toutes ces perturbations dans l'organisation même de l'entreprise
notamment dans un grand groupe qui peut être très vertical, très siloté. Comment est-ce qu'on gère cette disruption que vient apporter l'entrepreneuriat? Et est-ce qu'il n'y a pas des questions d'ego, de choses comme ça qui peuvent rentrer en jeu? C'est vrai que c'est peut-être la partie la plus difficile et celle qui demande le plus de finesse et de souplesse. Parce que le manager, c'est un peu le grand perdant dans l'histoire. S'il a un collaborateur un peu malin, avec des idées, quelqu'un qui en veut, typiquement le genre de collaborateur qu'on aime bien garder dans son équipe, et que ce collaborateur se lance dans l'aventure, le manager, en tout cas pour l'Internal Startup Call, va le voir partir 3 mois, peut-être 6, et puis si au terme des 6 mois il y a un go du sponsor, il va le voir partir tout court, puisque a priori le collaborateur dans notre dispositif fait partie de la start-up, et la start-up a une vocation à filialiser si jamais elle développe un projet spécifique. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de remplacer ce collaborateur pendant les 3 mois ou 6 mois, parce qu'on ne sait pas trop bien combien de temps il ne va pas être là. C'est compliqué parce que dans un grand groupe comme le nôtre aujourd'hui, on fonctionne avec un nombre d'ETP plafond, donc on ne peut pas embaucher comme on veut. Donc un remplacement, c'est pas simple. Donc c'est vrai que c'est une question qui est compliquée, voilà, à mener. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes formules magiques. Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à mener pour expliquer en quoi est-ce que c'est important de pouvoir donner les moyens aux collaborateurs de pouvoir participer. Et c'est important aussi de dire aux managers qu'ils peuvent le faire aussi. Et nous, on a pas mal de managers qui ont participé à cette Internal Startup Call. On a notamment le patron d'une de nos DSI qui aujourd'hui dirige 5000 personnes et qui part là à temps plein pendant 6 mois. Donc il faut qu'il mette en place tout son plan de remplacement, voilà. Mais qui a joué le jeu pleinement. Et donc je pense que le manager peut se sentir concerné et participer, et le manager doit être rassuré et accompagné parce que c'est aussi pas simple pour lui de voir partir ses meilleurs soldats. Ouais, je crois que l'entrepreneuriat, c'est effectivement ouvert à tout le monde dans l'entreprise. C'est pas juste les salariés et pas les managers. Donc j'adhère complètement à ça, et c'est un moyen de faire passer la pilule, ou en tous les cas de désiloter l'organisation. Je pense que ça a vraiment des vertus pédagogiques. On peut aussi mettre les managers un peu sur l'image des projets qui ont réussi, c'est-à-dire que les célébrer aussi, ou en tous les cas bien indiquer qu'ils ont été facilitateurs de la démarche. Vous allez dire que c'est des petits riens du tout, mais c'est justement ces petits riens du tout que moi je comprends comme étant la pédagogie et la finesse à associer pour que effectivement ça fonctionne bien. Parce que voilà, on peut dire que oui, c'est un programme qui vient d'en haut, donc si tu n'es pas content, tu discutes avec le CEO. En général, on n'a pas grand-chose grâce à ça. Donc, mais les associer, je pense que c'est effectivement un moyen d'obtenir un peu leur adhésion. Et puis moi, je crois beaucoup aux vertus de l'itération de ce type de programme, c'est-à-dire qu'effectivement le programme, la première fois qu'il est lancé, il est compris d'une certaine façon, il commence à y avoir à la 2e, 3e, 4e itération, il commence à y avoir un certain nombre d'histoires, il commence à y avoir un certain nombre de succès ou d'insuccès, et on peut vraiment capitaliser là-dessus pour arriver à diffuser et à changer un peu les façons de faire. Je ne crois pas que parce qu'on l'a lancé une fois, la culture va radicalement changer. Beaucoup d'itération et de pédagogie. Oui, moi, c'est ce qui s'est passé effectivement sur le People's Lab. Ça a été beaucoup d'explications de la part de Sabrina aux managers pour les rassurer, pour les embarquer, pour les valoriser. Donc, c'est donner de la reconnaissance aux managers qui acceptent effectivement de libérer, comme tu le dis, un ETP, même si pour nous, c'est pendant 4 mois, 1 jour par semaine. Mais derrière, si le projet réussit, effectivement, le collaborateur va être embarqué par le métier. Et du coup, c'est une ressource, en général, pas un talent, mais quelqu'un effectivement qui est considéré comme précieux par le manager, qui est entre guillemets considéré comme perdu.
Donc on a un vrai sujet. Mais de toute façon, il faut aussi qu'on se dise que ces personnes-là, si on ne sait pas répondre à leurs attentes, elles vont partir. Et donc dans toutes les grandes boîtes, vous avez l'exemple de collaborateurs qui partent faire leur start-up en ce moment. Donc il vaut peut-être mieux leur proposer un projet en interne qui les motive et accepter effectivement que le manager accepte ce genre de choses et l'accompagne, parce qu'en plus le manager va apprendre également dans ce cadre-là. Dernier petit point, moi je suis toujours un peu interloqué ou choqué quand j'entends des managers qui me disent oui mais il va disparaître et donc du coup je vais avoir quelqu'un en moins dans mon équipe et donc je vais faire moins de travail. Ce qu'on réalise globalement et beaucoup des salariés qui participent à l'intrapreneuriat, c'est pas des tâches mécaniques, hein, c'est pas quelque chose où on mesure le temps passé égale une production particulière. Mais on est encore dans ce mode de fonctionnement-là dans les entreprises, c'est-à-dire que mon collaborateur n'est pas là, ne passe pas le temps sur le projet, égale le travail n'est pas fait. Le travail n'est pas que mécanique, il peut être inventif, voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer du temps sur un certain nombre de projets, mais le temps n'est pas la seule et unique mesure du succès d'un projet, quoi. Et avoir quelqu'un qui s'ouvre à autre chose, apprend autre chose, travaille sa propre motivation intrinsèque et du coup s'épanouit plus dans son travail, aura peut-être besoin de passer 20% de moins, entre guillemets, sur le projet pour être tout aussi productif. Et moi, j'engage vraiment j'ai toujours essayé d'être un peu pédagogue de ce côté-là, mais essayer de sensibiliser les managers au fait que le temps n'est pas la seule et unique mesure de la productivité des gens. Merci. Je propose est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Je propose de vous laisser la parole. Oui. Bonjour. Une question d'ordre très général. Quel est, selon vous, quels sont les facteurs clés de succès de l'intrapreneuriat en interne? Donc que ce soit organisé ou moins organisé. Je dirais la bienveillance. Il faut un environnement bienveillant pour faire de l'intrapreneuriat parce que c'est pas évident à tous les niveaux. Donc de la bienveillance. Je crois que pour amorcer la pompe, il faut aussi un très clair engagement du top management. C'est-à-dire que ça ne se fait pas si le top management n'est pas convaincu que ça peut fonctionner. Et ensuite, en ce qui nous concerne, je pense qu'il y a aussi une part d'ouverture très forte. L'intrapreneuriat, de notre point de vue, fonctionne mieux si on prend les équipes et qu'on les sort, qu'on les libère de leurs contraintes du groupe et qu'on les met dans le meilleur environnement possible pour pouvoir faire éclore leur projet. Il faut les libérer de la contrainte de leur réunion, de se dire bah non, là j'avais prévu de bosser 2 heures, je peux pas parce que je dois continuer à mener mon projet. C'est pour ça qu'on est vraiment parti sur du temps plein à l'extérieur. J'adhère pleinement. Je rajouterais l'authenticité dans la démarche, la clarté des règles du jeu, ne pas promettre qu'on n'est pas capable de tenir. Ça, c'est surtout vrai quand on cherche à le faire plusieurs fois de suite, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le fait de se lancer, mais avoir des règles du jeu qui soient claires et gérer les attentes, pour moi, sont des éléments tout aussi importants. Le soutien du top management est absolument indispensable, hein. Les anticorps organisationnels dans nos organisations peuvent être extrêmement forts. Je ne dis pas que le top management est le seul moyen de ne pas les exciter, mais en tous les cas, ça aide. Beaucoup de choses, moi, sur la personnalité de l'intrapreneur. Enfin, comme toujours, c'est des aventures humaines, quoi. Et c'est pour ça que je posais la question sur les compétences. Donc ça va être effectivement la capacité, la résilience de la personne. Bon, l'environnement, on en a beaucoup parlé, hein, donc ça c'est clair. Mais la capacité de la personne à avoir une certaine résilience, à avoir une certaine agilité dans sa tête, être prête au risque d'échec également. Il y a souvent quand même aussi un facteur clé de succès, ça va être l'alignement avec la stratégie de l'entreprise. Ce qui, curieusement, exclut peut-être aussi les sujets un peu disruptifs. En tout cas, les complexifie. Donc il y a ce genre de choses qui sont importantes. Mais c'est vraiment, moi, la personne et sa capacité à pivoter, sa capacité effectivement à rebondir, à repartir. Et
Et puis le middle management, c'est-à-dire la capacité aussi du manager de proximité à l'accompagner. Aussi, ça c'est très important. D'autres questions ? Vous avez parlé du risque de voir les collaborateurs partir, surtout lorsqu'on travaille hors process, hors contraintes managériales et tout ce qui fait la culture d'entreprise d'un groupe, en fait, des grands groupes, pardon. Est-ce que vous avez des cas concrets de start-up qui ont continué dans leur vie, qui n'ont pas fait juste un POC, je veux dire, et qui ensuite, les participants ont pu garder le projet et le développer davantage. Mais alors, sous quelle forme ça se fait ? Est-ce que ça s'est déjà fait en fait ? En interne ou en externe ? Je suis pas sûre Interne. Interne. J'ai pas d'exemple sous la main, là, je suis en train de réfléchir. Tu as des exemples, toi, ou pas ? Oui, moi je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Oui, prenons le cas d'une start-up interne. On travaille donc libérer des contraintes classiques. Vous avez parlé de sortir les personnes et les mettre... Olivier en a parlé. Enfin, le fait des... Non ? Bon, bref. Alors oui, j'ai 2 exemples. Donc avant de lancer l'Internal Startup Call, on a expérimenté ce que c'était que l'intrapreneuriat sur un certain nombre de startups. Parmi elles, donc on avait 5 startups qu'on a accélérées de manière assez différente les unes des autres, qui ont chacune eu une histoire assez différente, ce qui nous a permis de tester tout un tas de scénarios possibles. Une de ces startups finalement développait un processus B2B, donc qui ne concernait que le groupe. Et donc au terme du développement de ce processus qui a été vraiment un succès et au terme d'une accélération, de beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilisation sur le projet, ils ont été réintégrés dans une direction. Et la moitié des collaborateurs a posé sa démission. Parce que les gens qui travaillent en étant responsabilisés, autonomes, libres, en ayant comme motto, finalement, je change les processus et je m'abstrais des contraintes, n'ont pas du tout envie de revenir dans un cadre traditionnel. Donc ça nous a évidemment été d'un apprentissage un peu violent, mais hyper utile. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus pour l'Internal Startup Call. On a une autre startup qui, elle, développait un produit B2C et donc a filialisé. Donc la startup est complètement sortie du cadre Société Générale. Elle est devenue filiale, alors certes à 100% de Société Générale, mais les intrapreneurs sont aujourd'hui CEO, CTO, etc. de cette filiale. Et elle développe et elle commercialise aujourd'hui un produit d'assurance, s'appelle Moonshot Internet. Elle développe un produit d'assurance de manière indépendante et autonome. Et les intrapreneurs sont devenus des entrepreneurs quelque part. Ils sont toujours Société Générale, mais ils ont monté leur propre boîte. Oui, alors moi je voulais vous poser une question. Alors, elle va être peut-être un petit peu trologène. Quand on regarde d'un point de vue d'un prisme médiatique, on a d'un côté alors tout ce qui est l'économie des l'écosystème des startups qui serait très sexy, etc. Et d'un autre côté, l'écosystème des grands groupes. Si on regarde par exemple avec certaines émissions récemment sur le média, avec un management qui serait très écrasant, qui broie l'employé, etc. Là, vous nous présentez finalement une autre vision de ces grands groupes qui seraient finalement très sympas, etc. Est-ce que quelque part l'intrapreneuriat ne bénéficierait d'une très mauvaise image médiatique ou pas assez médiatiquement exposée ? On expose tout le temps le côté start-up, mais finalement pas assez dans les médias le côté d'accompagnement, on ne présente pas assez les projets d'intrapreneuriat et voir qu'il est possible de faire autre chose dans des grands groupes que d'être l'employé écrasé par le top management.
Alors, chez Société Générale, on a beaucoup de défauts, mais globalement, c'est vraiment chouette d'être collaborateur Société Générale. Bon, c'est pas facile au dîner le samedi soir, mais à part ça, je veux dire, on a vraiment un management qui est bienveillant, des tas de conditions super pour faire des tas de trucs, y compris l'intrapreneuriat, donc on n'avait pas ce problème. Alors, le truc, c'est que je pense que l'intrapreneuriat, c'est pas si développé, ou en tout cas à grande échelle, et on commence à en parler aujourd'hui. Nous, on travaille avec un super partenaire qui s'appelle Steam, qui est une boîte qui est issue de l'école des mines et qui travaille beaucoup sur des problématiques d'intrapreneuriat. Et ils ont une expérience avec des groupes du CAC 40 qu'ils ont accompagnés, notamment Technip, sur un certain nombre de démarches intrapreneuriales. Et en fait, quand on a lancé, nous, la démarche de l'Internal Startup Call, on ne s'était pas fixé ni de plafond ni de plancher pour le nombre de startups. On avait dit, on prendra tout ce qui sortira et qui trouvera un sponsor. Alors, on avait mis des règles de sélection, etc. On s'est retrouvé avec 70 startups sponsorisées. Et en fait, ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et je pense qu'effectivement, à cette échelle, c'est quelque chose de très nouveau. Alors, il y a eu des expérimentations, mais à cette échelle, c'est quelque chose de très nouveau. Et donc, du coup, je pense que c'est assez normal qu'on en ait peu parlé jusqu'à présent. C'est très, très difficile de trouver des chiffres, parce que c'est du déclaratif, déjà. En plus, on est des entreprises, on a quand même une certaine prudence sur ces sujets-là pour communiquer. Alors moi, les chiffres que j'ai eus, mais qui me paraissent un peu faux, c'est une étude anglo-saxonne qui disait qu'il y avait 3 à 5% des collaborateurs qui menaient des projets d'intrapreneuriat, 3 à 5% suivant les pays. Ça me paraît juste complètement dingue. Donc regardez les entreprises, vous allez voir dans la presse, effectivement, on commence à valoriser ces sujets-là, mais encore une fois, il y a un sujet d'historique. On voit les périodes d'accélération, pour nous, du 4 mois, on n'a pas le projet qui est sorti, il faut mettre 1 an et demi, 2 ans. Donc Orange s'engage sur du 12 à 18 mois. Donc il y a une nécessité de prendre du recul. Et je pense qu'on est tous en train d'expérimenter et un peu de tester ce mode-là. Après, il y a des succès, effectivement, avec des startups qui sortent, comme tu l'évoquais, qui vont dans des autres structures dédiées. Il y a aussi donc, des intrapreneurs qui ont du mal à réintégrer l'entreprise. Là, je parle parce que c'est ce que je vois au niveau de l'Ops des différentes entreprises. Mais on voit un peu tous les cas de figure. Donc on est un peu en train de se tester et d'apprendre. On est sur ce mode-là. C'est comme ça que je le perçois au travers des échanges que j'ai avec mes confrères d'autres entreprises. Mais peut-être qu'il faudrait le médiatiser davantage. Donc dans 1 an, 2 ans, on peut se revoir. Oui, c'est un sujet qui devient effectivement un peu à la mode. Les pouvoirs publics commencent à s'en saisir aussi pour effectivement parler un peu de ces pistes autres que le salariat, un peu, avec l'image un peu négative. 3-5% me paraît un peu beaucoup, 1-2% me paraît être une réalité assez intéressante. Quand on prenait des groupes qui font 100 000 personnes, 1% tout de suite, ça fait du monde. Voilà, après, c'est pas pour tout le monde n'a pas envie de se retrouver là-dedans. Maintenant, je pense que c'est intéressant de l'ouvrir à chacun, d'inviter chacun à se poser la question, et c'est probablement en ça qu'il faudrait travailler encore un peu plus la communication et l'explication, et puis aussi essayer un petit peu de l'enseigner à différents endroits, parce que beaucoup de cours d'entrepreneuriat, le fait de se dire ces mécaniques entrepreneuriales sont aussi solubles dans une organisation, vous pouvez aussi en tant que salarié questionner un certain nombre de choses et utiliser un certain nombre de ces leviers-là. C'est des choses qu'on n'entend pas forcément très très souvent, mais ça désorganise un petit peu l'entreprise. C'est quand même générateur d'entropie. Faut pas se voiler la face. Et globalement, les grandes entreprises, en particulier françaises, sont plutôt dans le contrôle et sont plutôt encore post-tayloriennes ou tayloriennes post-modernes, ça dépend comment on voit les choses. C'est d'ailleurs pas tout à fait étonnant que l'intrapreneuriat, proportionnellement, se développe beaucoup dans des pays comme la France ou les pays latins, où la culture managériale est une culture très verticale et très contrôlante.
Prenez les États-Unis, prenez les pays anglo-saxons d'une façon globale et générale, l'intrapreneuriat n'est pas si développé, et pourtant c'est une notion qui est née là-bas et qui s'est développée dans ces pays-là. Il y a maintenant, parce que les premiers articles sur l'intrapreneuriat, corporate entrepreneurship, c'est Guy Ford et Elisabeth Pinchot en 78. La posture entrepreneuriale, je prends des initiatives, je questionne, je challenge le statu quo, je suis entrepreneurial, dans mon existence, c'est enseigné dès l'école. Donc c'est pas très étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de changements dans ce contexte-là. Dans des pays où c'est très vertical et très contrôlant, voilà, il y a de l'intérêt à faire ça. On a aussi un autre enjeu qui est la dimension internationale, donc au moins européenne, effectivement. Comment on peut essayer d'avoir une structure centrale qui développe un entrepreneuriat en France et peut-être peut le répliquer en Belgique, dans des pays limitrophes. Comme tu dis, le sujet anglo-saxon, c'est un autre sujet, mais comment on peut essayer de répliquer ces structures et de faire de l'essaimage interne, en quelque sorte. Et puis, pourquoi pas, l'idéal, ça serait que chaque entité, chaque business unit soit capable d'avoir cette démarche-là. Et là, on aurait réussi la transfo, quoi, et l'accélération de l'innovation. Bonsoir. Vous avez évoqué le fait que vous êtes en train de tester des modèles d'intrapreneuriat et en même temps qu'il y a déjà des choses assez processées. Est-ce que dans certaines de vos entreprises, vous avez été jusqu'à pousser les critères d'évaluation des collaborateurs qui deviennent entrepreneurs au sein de vos groupes? Là, je ne sais pas répondre, mais en tout cas, il faut. Je ne sais pas répondre. Alors effectivement, dans le cadre de l'Internal Startup Call, il y aura une évaluation qui sera faite par le sponsor du projet des 6 mois d'accélération du collaborateur. Donc il est en lettre de mission pendant 6 mois. Pendant cette période, il est sous la responsabilité de son sponsor qui est membre du CODIR. Inutile de vous dire que ces types-là, ils n'ont pas fait de micromanagement depuis très longtemps. Ils seront donc en charge de la rédaction de l'évaluation des collaborateurs pendant les 6 mois. Mais c'est pas tout. La RH aura également avec ses collaborateurs un projet pour mesurer le type de compétences et d'expertise acquises pour faire en sorte de les faire rentrer dans un programme d'accélération de talent, ou en tout cas de diffusion des talents dans le groupe. Et pour ceux qui effectivement se seront montrés très forts dans l'appropriation des nouvelles méthodes, les utilisations, l'agilité, enfin tout ce qu'on peut rechercher comme qualité chez un intrapreneur, la bienveillance, le management, y compris le management horizontal, un certain nombre de choses, on essaiera de prendre en compte ces expertises et ces nouveaux talents pour les faire fructifier dans le groupe. Moi, je peux vous dire ce qu'on a mis en place chez Alcatel-Lucent, qui était effectivement une association avec les ressources humaines et les gens qui s'occupaient du talent development pour effectivement permettre aux personnes qui s'étaient révélées au travers de leur projet intrapreneurial, parce que c'est vraiment un révélateur de talent, hein. On n'est plus sur la grille de compétences, il est bon en marketing, voilà, enfin je veux dire, le déploiement d'un projet entrepreneurial permet de faire se révéler un certain nombre de compétences qui sont en général complètement enfouies et complètement sous le radar. Et l'idée, c'était voilà, de spotter ces personnes-là et de leur permettre de passer dans des cursus un peu différents, type haut potentiel, type expert et ce genre de choses. Et globalement, on avait beaucoup plus de haut potentiel à la fin d'une saison d'entrepreneuriat qu'au début. Pour compléter les réponses, hein, regardez sur LinkedIn, vous allez voir que les intrapreneurs s'affichent en tant que tels. Donc c'est peut-être ça qui est le plus fort encore. Bonsoir. Moi j'ai une petite question peut-être un peu plus technique. Le collaborateur qui va avoir une idée et qui va qui va essayer de la faire progresser au sein de l'entreprise, donc va être sponsorisé, et puis admettons qu'au bout de 6 mois, l'idée par rapport au top management ne plaît plus, ou voilà, ou peut-être trop coûteuse ou quoi que ce soit. Donc le projet est abandonné. Est-ce que si le collaborateur quitte l'entreprise, il a le droit d'emmener son idée, ou l'idée appartient à l'entreprise?
Merci pour cette question. Merci pour cette question. C'est aussi pour ça que je pense que c'est hyper intéressant d'avoir des règles du jeu qui soient les plus claires possibles. Ce qu'on avait fait, encore une fois, chez Alcatel-Lucent, quand on l'avait lancé en 2008, c'est toutes les propositions qui sont là sont faites dans le cadre de l'activité chez Alcatel-Lucent. Donc s'il y a brevet, et on ne brevette pas une idée, hein, on brevette un mode de réalisation d'une idée. Donc, du coup, les brevets et les demandes de brevets appartiennent à Alcatel-Lucent. Effectivement, ça avance, ça ne se produit, enfin, ça ne débouche pas, rien n'empêche, et on l'a fait, rien n'empêche le salarié de dire je veux pouvoir accéder à cette demande de brevet. En même temps, il faut être un petit peu réaliste par rapport à tout ça. En général, quand on fait une demande de brevet, le jour où on a réellement le brevet, c'est en général 18 mois à 2 ans après. En général, les claims qu'on a fait au départ ne sont pas tout à fait les claims qui sont validés à la fin. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent changer. Et puis, un brevet, si on parle de brevet et si on parle de propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Tous les coûts associés à ça étaient pris en charge par l'entreprise. Mais pour vous répondre précisément à votre question, oui, on l'a fait et des salariés sont partis avec une demande de brevet qui est devenue un brevet. En tous les cas, l'entreprise on a signé un protocole d'accord pour que l'entreprise accepte de leur revendre le brevet pour qu'ils puissent effectivement arriver à développer leur idée derrière. Mais voilà, c'est vraiment pas la majorité. Pardon ? Ça peut être de la concurrence, c'est pour ça que je dis le cadre il est clair, c'est l'entreprise qui prend le brevet. Si l'entreprise derrière décide de non, on vous le revendra pas ou on le recèdera pas, effectivement il y a quelque chose qui bloque. D'un autre côté, quand on est entrepreneur et qu'on veut arriver à développer quelque chose, voilà, la mise de fonds pour arriver à breveter, arriver à protéger, arriver à faire ce genre de choses, c'est pas rien du tout, quoi. Et on peut avoir une relation avec l'entreprise qui ne soit pas une relation conflictuelle ou de rapport de force permanente, hein. Même chose chez nous. L'intrapreneuriat se joue dans le cadre du contrat du collaborateur Société Générale. Donc tout ce qui est produit dans le cadre de l'intrapreneuriat est propriété de Société Générale. On ne brevette pas une idée. Donc si la start-up interne ne va pas jusqu'à son terme et ne filialise pas et ne commercialise pas le projet sur lequel elle était, rien n'empêche le collaborateur de décider de quitter le groupe. Et on a d'ailleurs des collaborateurs qui ont fait le choix, qui nous ont dit, voilà, moi j'ai une idée, à qui va-t-elle appartenir, qui en aura potentiellement la propriété intellectuelle si elle est transformée et qu'elle devient concrète, et qui du coup ont fait le choix de ne pas mettre cette idée, je pense, pour se réserver la possibilité de devenir pour le coup entrepreneur. Et c'est le jeu. Et c'est important d'avoir des règles qui sont extrêmement claires. L'intrapreneuriat, c'est aussi la possibilité de pouvoir entreprendre avec ceinture et bretelles. Et ça a un coût, hein. On continue à payer l'entièreté du salaire du collaborateur. Les 6 mois qu'il va passer dans un accélérateur ou dans un incubateur à apprendre à développer son business, on peut considérer ça un peu comme un MBA ou un équivalent. Je veux dire, c'est vraiment 6 mois de formation ultra intensive. Voilà, tout ça est complètement pris en charge par la structure. L'objectif, c'est de sortir des projets qui sont des projets nouveaux business ou transformants pour le groupe. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question ? Ouais. Oui, bonsoir. Je crois qu'Olivier a dit que ça faisait quand même quelques années maintenant que l'entrepreneuriat existait, 40 ans je crois que vous avez dit. Du coup, vous avez dit également qu'aujourd'hui on est un peu dans les balbutiements dans les grandes entreprises, qu'on teste des différents modèles et que ça avance, mais qu'on n'a pas encore de recul là-dessus. Ma question c'est, comment vous qui êtes au sein de ce système, qui crée autour de l'entrepreneuriat, vous voyez l'avenir? Est-ce que les grandes sociétés vont se baser maintenant sur l'entrepreneuriat de plus en plus, quitte à avoir un ratio où l'entrepreneuriat sera presque équivalent à des méthodes de travail classiques?
Moi, je l'appelle de mes voeux. Je l'appelle de mes voeux que ce soit un mode de fonctionnement un peu complémentaire, ouvrant, casser un peu le normatif qu'on connaît trop bien à l'intérieur des boîtes, en permettant effectivement, par l'intrapreneuriat ou d'autres façons ou d'autres méthodes, de travailler un peu autrement, de développer un peu l'innovation autrement. Moi, j'en appelle très, très clairement de mes voeux. Voilà, je pense que c'est grâce à ça que les entreprises peuvent retrouver, de l'efficacité, de l'attractivité, et ça vis-à-vis de leurs collaborateurs, mais vis-à-vis aussi de leurs clients. Donc oui, je crois que ça peut être un modèle assez intéressant. Maintenant, c'est sûrement pas la norme, hein. La nouvelle façon de travailler, c'est pas tous intrapreneurs. Ça, j'y crois juste pas du tout. Mais permettre d'ouvrir un peu des portes et des possibles différents dans l'entreprise, je crois que c'est vraiment important. Ce qui va être important, c'est surtout d'instiller un état d'esprit, une culture d'intrapreneuriat. Effectivement, il n'y aura pas 200 000, autant de collaborateurs intrapreneurs que l'effectif de la société. Par contre, qu'il y ait des managers qui soient plus dans ce qu'on a déjà appelé il y a quelques années la partie délégation, responsabilisation, et que du coup, on ait des collaborateurs qui aient une prise de risque effectivement un peu plus effective, au lieu d'être coincés dans des process et on va dire un peu trop passif parfois, même si c'est nécessaire. Mais l'idée, c'est vraiment pour moi qu'un état d'esprit change, et c'est comme ça qu'on va voir la transformation de l'entreprise. Au-delà, effectivement, du nombre d'intrapreneurs qu'on mesurera, ils ne seront pas équivalents à l'effectif global de la boîte. Et juste un petit complément. 78, Guy Ford et Elisabeth Pinchot parlent de corporate entrepreneurship aux États-Unis. La première mention du mot intrapreneuriat en France, c'est 1982, 4 ans après, dans un rapport du ministère de l'économie à propos des entreprises publiques. Et après, ça a un peu dormi. C'est un peu dormi, mais c'est un petit peu normal. Globalement, les années 80, les années 90, on est plutôt dans le taylorisme postmoderne. Là, on est face à une forme d'incertitude, face à des choses qui s'accélèrent terriblement, face à allez, pour employer un mot à la mode, des disruptions et des choses comme ça. L'intrapreneuriat est un moyen d'essayer d'investiguer d'autres façons de faire qui probablement permettront d'inventer une autre façon d'organiser l'entreprise demain. En tous les cas, moi j'en appelle de mes voeux pour qu'elle soit effectivement un peu plus inclusive, un peu plus transverse, un peu plus, toutes les choses que vous connaissez bien et qui peuvent être portées par l'intrapreneuriat, parce que l'intrapreneuriat, c'est quelque chose qui questionne la systémie de l'entreprise. On peut l'attaquer du côté RH, du côté business, de tous les côtés, et ça re-questionne vraiment beaucoup de choses sur la façon de faire de l'entreprise. Une dernière question pour la route. Bonsoir. Alors, j'avais une question sur les liens entre intrapreneuriat et social business, parce que je sais que notamment la BNP Paribas lance Intrapreneur for Good. Donc je voulais savoir si dans vos organisations respectives, comment en fait vous envisagez les perspectives de l'intrapreneuriat social. C'est effectivement une dimension, c'est-à-dire que le People's Lab s'est orienté vers tout ce qui est effectivement social impact. Donc on a cette dynamique effectivement qui est portée par BNP Paribas et qui est extrêmement forte. Oui. Donc après, je vous laisse effectivement, je crois qu'à la SocGen aussi, vous êtes sur ces sujets-là. Donc effectivement, dans les 70 projets qui ont été retenus et sponsorisés, il y a un certain nombre de projets qui ne déboucheront pas forcément vers du nouveau business en tant que tel, mais qui vont déboucher sur des choses différentes comme l'amélioration de l'inclusion d'un certain nombre de populations, comme la possibilité de donner aux jeunes filles de moins de 12 ans des cours de code pour qu'elles puissent découvrir des métiers de l'IT qui sont quasiment exclusivement masculins, enfin en tout cas à très très forte majorité, comme la possibilité de pouvoir utiliser ses compétences, y compris ses compétences cachées, celles qui ne sont pas utilisées dans le cadre de son boulot, pour pouvoir en pro bono travailler sur des projets à impact, comme un certain nombre de choses. Donc on a des projets de ce type qui ont été sponsorisés, qui ont trouvé un sponsor CODIR, et donc qui bénéficient exactement du même type d'accompagnement que des projets qui sont orientés nouveau business.
et qui, effectivement, à terme, auront plutôt une vocation à rejoindre des structures du type Fondation Société Générale ou en tout cas qui n'iront pas forcément créer un centre de profit dans une business line. On va être pris par le temps après. Mais merci beaucoup, merci à tous les quatre d'être venus ce soir. Merci à tous d'avoir participé. J'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous aura éclairé dans votre vision de l'entrepreneuriat. Je vous propose de nous retrouver juste en face dans l'espace 48.2. Voilà, je vous propose de nous retrouver juste en face dans l'espace 48.2 pour un cocktail pour prolonger les échanges. Et puis si vous voulez suivre l'actualité des Meetup by Extia, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Comme ça, vous pourrez venir à nos prochains événements. Merci beaucoup, bonne soirée.